Vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, je suis un grand fan des conférences d'Oussama Ammar. Or, il y a quelques mois, je suis tombé sur une conférence d'Oussama Ammar, une conférence de The Family, l'entreprise qu'il a cofondée, une conférence intitulée « Vie entrepreneuriale, vie personnelle ». Donc déjà que j'aime en général les conférences d'Oussama Ammar, mais là je me suis dit que le sujet allait particulièrement m'intéresser. Donc je clique, tout frétillant comme un poisson qui vient d'être pêché, et au bout de 11 secondes chrono, je vous jure, je mettrai un lien dans la description de la vidéo, au bout de 11 secondes chrono, j'entends Oussama prononcer la phrase suivante: « Je préfère vous prévenir, on ne va pas tomber dans le développement personnel ». Alors ok, Oussama fait des conférences sur la vie entrepreneuriale et il y a pas mal de gens qui considèrent pas spécialement que créer une entreprise, ça soit une action de développement personnel. Et vraiment, je peux comprendre ce point de vue, notamment parce que déjà il y a des cas où c'est clairement pas le cas. Lorsque Serge Dassault a repris l'entreprise familiale, je pense pas spécialement que ça relevait du développement personnel dans sa vie. Mais je considère que dans beaucoup de situations, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture entrepreneuriale et qui sont malheureux dans le salariat, créer une entreprise, c'est clairement une action de développement personnel. Mais admettons, on n'a pas la même vision des choses, Oussama et moi, c'est une question de définition. Mais le truc, c'est que dans le cas particulier de cette conférence intitulée « Vie entrepreneuriale, vie personnelle », pendant 1h30, Oussama va donner des conseils en hygiène de vie. Alors quand je dis des conseils en hygiène de vie, c'est pas levez-vous le matin, faites 5 pompes, 5 squats, buvez un smoothie à la banane. C'est des choses plus globales et plus liées à la perspective psychologique. Par exemple, il explique un truc très intéressant, c'est que lorsque vous créez une entreprise, en particulier une start-up, parce que c'est vrai que les créateurs de start-up, c'est le cœur de sa cible marketing, mais vous pouvez apprendre des choses de ces conférences si vous êtes un auto-entrepreneur en entreprise individuelle. Ce qu'il explique, c'est que les 2, voire les 3 premières années, maximum, d'une création d'entreprise, c'est un moment de déséquilibre total. C'est un moment où vous fournissez plus d'efforts que ce que va demander l'entreprise après, une fois qu'elle sera lancée. Et que donc, il ne faut pas espérer avoir une vie équilibrée pendant ces 2, voire ces 3 ans, parce que ce n'est pas logique d'avoir une vie équilibrée, quel que soit exactement ce qu'on met derrière ce mot, alors que par définition, vous vous êtes lancé dans une entreprise qui est excessive, qui est extrême. Donc c'est plutôt ce genre de conseils qu'Oussama donne pendant cette conférence, une conférence que j'ai trouvée très intéressante, mais du coup j'ai encore moins compris sa distanciation d'avec le développement personnel, parce que pour moi, il donne pendant 1h30 des conseils d'équilibre de vie, des conseils d'hygiène de vie, des conseils de perspective psychologique pour mener à bien un projet entrepreneurial. Du coup, je comprends pas pourquoi Oussama commence la conférence par un avertissement, comme quoi il va pas faire de développement personnel, et je comprends encore moins pourquoi il emploie le mot « tomber ». Il dit « on va pas tomber dans le développement personnel ». Et on tombe dans un travers, on tombe dans un piège, on tombe dans la caricature, bref, à part quand on tombe amoureux, c'est un verbe qui est péjoratif. Et Oussama n'est pas le seul à visiblement avoir une opinion négative à l'encontre du développement personnel. Dans les 2 dernières vidéos qu'ils ont publiées à l'heure où je fais ma présente vidéo, l'équipe de Dirty Biology, je parle de l'équipe parce que ils sont 3 d'après le Tipeee à écrire les vidéos, à les réaliser, donc je sais pas trop exactement qui choisit quoi. Donc l'équipe de Dirty Biology emploie à 2 reprises le mot développement personnel comme quelque chose de péjoratif. Dans l'épisode qui est sorti le 14 février sur la tristesse, après avoir, de manière pertinente, rappelé que la dépression est une maladie qui tue des gens, et donc Léo Grasset explique ça pour inciter les gens à aller consulter un psychiatre pour être plus précis, qui va leur prescrire des antidépresseurs, etc. Donc après ce rappel, qui est effectivement intéressant à faire, il rajoute la phrase suivante: « Ne croyez pas les gourous en développement personnel qui vous affirment que la dépression est une chance. » Alors peut-être que la phrase ne vise pas le développement personnel en général, dans sa grande diversité, mais que ça vise effectivement les gourous, au sens péjoratif, ou les personnes, gourous ou pas, qui affirment ce genre de choses de manière péremptoire sur la dépression. Donc là, vous pouvez penser que le terme développement personnel n'est pas nécessairement péjoratif sous la plume de l'équipe Dirty Biology, sauf que dans la vidéo suivante consacrée au musée des échecs technologiques, à un moment il parle du biomimétisme, en fait il en parle pendant toute la vidéo, mais il prononce la phrase suivante: « Que ça soit sur des chaînes de vulgarisation, dans des conférences de développement personnel, ou dans des livres, la nature n'a jamais été autant présentée comme une source d'inspiration. » Je raccourcis un peu la phrase qui continue, mais je vous donne le cœur du problème. Où est le problème, justement, me direz-vous? C'est qu'au moment où Léo Grasset prononce la phrase « conférence de développement personnel »,
il insère une image de Idriss Aberkane. Où est le problème, me direz-vous une seconde fois? Le problème, c'est que je sais ce que pense Léo Grasset d'Idriss Aberkane, puisque je l'ai vu sur Twitter exprimer sa profonde antipathie pour Idriss Aberkane. Alors le but ici, c'est pas de débattre d'Aberkane, hein. J'ai envie de faire une vidéo sur Aberkane, mais ce sera une vidéo à part. Et là, je parle bien du Twitter personnel de Léo Grasset, qu'il gère lui-même, hein. C'est pas le Twitter de l'équipe de Dirty Biology. Et donc, quand on connaît l'antipathie assumée, déclarée, revendiquée de Grasset à l'encontre d'Aberkane, le fait qu'il juxtapose l'expression développement personnel et une image d'Aberkane, c'est clairement une insulte. Une insulte à l'encontre d'Idriss Aberkane, qui utilise le mot développement personnel comme une insulte, soit c'est une attaque contre le développement personnel qui essaie de faire une association par déshonneur en disant le développement personnel c'est Idriss Aberkane, donc fuyez le développement personnel. Mais dans les deux cas, c'est difficile de faire plus péjoratif, à part peut-être la réduction ad litterum. Alors, qu'un ancien étudiant en biologie soit hostile au développement personnel, j'ai envie de dire, c'est une question de définition, effectivement. Si pour lui, le développement personnel, c'est les chakras, ou je ne sais quoi, évidemment, il n'y a rien de scientifique, donc il est attaché à la biologie, aux sciences physiques, aux mathématiques, et donc pour lui, le reste, c'est juste du pipeau. De même que si Oussama Ammar partage cette définition, bah oui, effectivement, les chakras, ça n'a rien à voir avec la création d'entreprise, sauf quand The Family aide un entrepreneur à développer une application qui fait du tarot. Il y a juste un petit problème, c'est que Léo Grasset, je connais pas le reste de son équipe, mais lui en tout cas mène une vie de nomade numérique, en voyageant à travers le monde, en vivant de sa chaîne de vulgarisation YouTube, et en résidant souvent dans des pays à bas coût de la vie. Alors, si j'ai rien contre ce mode de vie qui sera peut-être le mien un jour, hein, notamment au niveau du nomadisme numérique, il n'y a pas de souci avec ça. Ce que ne semble pas comprendre Léo Grasset, c'est qu'il y a plein de Français notamment qui sont salariés et qui sont malheureux dans leur travail, qui gagneraient énormément en qualité de vie à réussir à accomplir ce qu'a accompli Léo Grasset, par exemple vivre d'une chaîne YouTube, par exemple aller s'installer dans un pays à bas coût et travailler à distance sur leur ordinateur, etc. Et ces Français qui sont malheureux dans le monde professionnel, il y en a une partie qui est prisonnière de croyances limitantes quant à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire dans la vie professionnelle, et ces gens qui sont malheureux dans leur travail, ils gagneraient beaucoup de bénéfices à recevoir un bon coup de pied derrière de la part d'un coach ou même de la part d'un psy. D'ailleurs, en parlant de psychologie, j'ai tapé dans ma barre de recherche sur Google « Dépression est une chance ». Je voulais voir s'il y avait des auteurs en particulier qui étaient visés par la remarque de Léo Grasset sur la mythologie de la dépression qui est une chance. Et à l'exception d'une infopreneuse qui est certifiée en PNL et qui explique qu'elle a elle-même été dépressive, qu'elle a pris des antidépresseurs, qu'elle a fait une psychothérapie et qu'elle veut juste à la fois partager son expérience et proposer également des thérapies courtes, notamment à travers la PNL, mais qui prend bien soin de mettre un avertissement sur le site en disant si vous souffrez de dépression très grave, allez voir un psychiatre pour vous faire prescrire des médicaments. Mais admettons que même un site comme ça dérange Léo Grasset, je peux comprendre. À part cette personne, sur les 3 premières pages de résultats Google, les seuls auteurs que j'ai trouvés qui affirmaient que la dépression était une chance, c'était des psychanalystes. Alors là encore, petite question, pourquoi l'équipe de Dirty Biology n'a pas pris le soin, en écrivant le script de la vidéo, de dire « Ne croyez pas les psychanalystes qui vous disent que la dépression est une chance » ou « Ne croyez pas les gourous de la psychanalyse qui vous disent que la dépression est une chance ». Est-ce que c'était plus facile pour l'équipe de Dirty Biology de taper sur le développement personnel parce que c'est un mot derrière lequel on met la définition qui nous arrange à l'instant T et ça permet d'y mettre tout ce qui nous déplaît, ou est-ce que l'équipe de Dirty Biology était intimidée à la perspective d'attaquer frontalement la psychanalyse quand on sait que en France, la psychanalyse est un vrai lobby qui est assez actif au niveau médiatique et même au niveau universitaire, et vous savez que c'est quelque chose que je déplore profondément, cette influence de la psychanalyse. Allez regarder sur Internet les presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, il y a plusieurs ouvrages qui sont écrits par des psychanalystes, notamment une de mes anciennes enseignantes qui s'appelle Sophie Mijola Candor, un truc comme ça. Sophie de Mijola, nous on l'appelait à l'époque. Elle est l'auteur du Que sais-je, donc paru, je le répète, aux presses universitaires de France, du Que sais-je consacré à la paranoïa. Je le précise parce que vous ne le savez pas forcément, Sophie de Mijola Candor
est psychanalyste. Et c'est tout ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle est pas psychiatre à côté, ou je ne sais quoi, elle est psychanalyste, et c'est tout. Bref, que ça soit Oussama Ammar qui donne des conseils de développement personnel tout en disant qu'il ne le fait pas pour ses entrepreneurs, ou que ça soit Léo Grasset et peut-être le reste de l'équipe de Dirty Biology, ça je l'ignore, qui mène une vie de nomade numérique, qui, dans les deux cas, incarne une réussite qui peut être acquise par un travail de développement personnel, parce que tout le monde n'a pas la culture entrepreneuriale d'Oussama Ammar. Oussama, je vous invite à écouter, je mettrai en lien une interview qu'il a fait, une interview très intéressante, où il explique, et ça il le répète souvent, que en tant que Libanais, il a eu, pense-t-il, de la chance parce qu'il y a une culture du commerce et de l'entrepreneuriat au Liban et qu'il y a une sorte d'optimisme à l'encontre du futur, bien que ce soit un pays qui a été déchiré par la guerre un nombre incroyable de fois. Il dit, en gros, les Libanais, alors c'est une généralisation évidemment, hein, je pense que ça concerne pas 100% des Libanais, mais il dit que les Libanais sont optimistes et qu'en gros, c'est quelque chose qui favorise complètement la prise de risque entrepreneuriale. Et dans le cas de Léo Grasset, je ne sais pas comment il en est venu à devenir un nomade numérique, mais ces deux personnes, en fait, ont des vies qui peuvent représenter un objectif à atteindre pour des gens qui sont encore prisonniers d'un salariat qui les rend malheureux. Donc c'est d'autant plus ironique qu'ils fassent preuve de mépris, visiblement, à l'encontre de cette discipline très large. L'ironie suprême étant quand même que Léo Grasset, à la fin donc de l'épisode qui est très intéressant sur les échecs technologiques, conclut sa vidéo par inciter les gens qui le regardent à chercher l'erreur, donc à ne pas avoir peur de l'échec, à ne pas avoir peur des erreurs, à ne pas avoir peur de se planter. Alors certes, soyons très clairs, il le dit plutôt pour inciter les futurs ingénieurs à oser expérimenter sur le plan de la technologie, à oser expérimenter sur le plan de la science. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est sponsorisée par l'Éducation nationale, je crois, et qui sert un petit peu à recruter comme ça, ou à valoriser le métier d'ingénieur. Très bien. Mais c'est complètement un discours de coach, cette incitation à la prise de risque, incitation à dépasser la peur de l'échec, à dépasser la peur de l'erreur. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un placement de produit, parce que comme Léo Grasset et comme Oussama Ammar, je suis un entrepreneur. Vous savez que la première formation que j'ai sortie sur Ordre Armé Accompli, qui est en ligne depuis quelques mois maintenant, c'est une formation consacrée à la procrastination, et dans cette formation, il y a un module de plus d'1 heure qui est intégralement consacré à la peur. Et pas uniquement à la peur de l'échec, hein. J'ai modélisé 7 peurs différentes qui génèrent de la procrastination, mais parmi ces peurs, il y a la peur de l'échec, et vous savez quoi, il y a même, de manière plus surprenante, la peur de la réussite. Donc je précise que je n'ai pas d'animosité personnelle, ni à l'encontre d'Oussama Ammar, dont je suis passionné, et d'ailleurs, je pense que je proposerai un jour une interview à Oussama Ammar, donc voilà, il n'y a pas de clash. De même que Léo Grasset, je le connais pas personnellement, donc j'ai pas de raison de lui en vouloir spécialement, et j'ai même, plus que ça, une raison de vouloir à tout prix rester en bon terme avec lui, à distance, parce que je sais qu'il est en contact avec Leng Nguyen Hong de Science for All, vous savez que j'ai interviewé Lé pour ma chaîne, etc. Donc, je n'ai pas d'intérêt à aller clasher Léo Grasset ou l'équipe de Dirty Biology gratuitement. Et d'ailleurs, je préférerais avoir des explications directement de la part des intéressés plutôt que de faire des suppositions dans mon coin, mais j'ai eu un début d'explication, un début de piste, à travers le commentaire d'un internaute qu'il a laissé sous ma vidéo consacrée à la manipulation émotionnelle. Donc je vois ce commentaire qui dit « Le seul truc qui cloche chez toi, c'est le développement personnel ». Alors c'est un internaute avec lequel je n'ai jamais échangé jusqu'à présent, donc je ne sais pas s'il veut dire qu'en fait je suis mauvais en développement personnel, ou si justement il dit voilà, le problème c'est que tu fais du développement personnel et que le développement personnel ce n'est pas bien. Donc je lui pose la question. Et il m'a expliqué son point de vue, c'était très intéressant comme échange, et donc il m'explique que d'après lui, le développement personnel repose sur des ressentis purement subjectifs, donc interprétables de la part de multiples façons, tout dépend du contexte, du conditionnement, etc. Et à travers cette explication, j'ai pu mettre des mots un petit peu plus précis sur ce qui posait problème à pas mal de gens visiblement envers le développement personnel, parce que j'ai bien observé que c'était pas un phénomène nouveau. Pour être précis, il y a 2 facteurs qui expliquent cette défiance de certaines personnes à l'encontre du développement personnel. Le premier facteur, c'est l'héritage historique du mouvement New Age. En 1966, George Harrison, le Beatles George Harrison, a commencé à intégrer du sitar, dans l'album Revolver, après avoir écouté la musique de Ravi Shankar et en être tombé absolument amoureux. Et 2 ans après, les 4 Beatles vont en Inde s'installer dans un ashram pour plusieurs semaines pour y faire de la méditation transcendantale sous la direction d'un gourou. Ce qui va me permettre de rappeler que le mot gourou, qui vient justement du sanskrit,
ça désigne un enseignant, un maître spirituel, et l'étymologie viendrait de la notion de poids. C'est-à-dire qu'en fait, le gourou, c'est le mec qui pèse dans le game. Il n'y a pas de notion péjorative derrière, en fait, c'est l'équivalent du mot japonais sensei. C'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte aujourd'hui, dans les années 2000, 2010, mais les Beatles, à l'époque, c'était le seul et unique super groupe. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des stars de la musique pop remplir des stades, que ça soit Depeche Mode, Coldplay, Iron Maiden, Céline Dion, Mariah Carey, Taylor Swift ou Adele. Désolé si les références que je donne, notamment au niveau des chanteuses, sont un petit peu anciennes, mais comme je n'écoute pas de musique pop, et que la seule fois où j'ai entendu une chanson de Rihanna, c'était parce que j'étais chez une fille qui écoutait du Rihanna, et c'était genre en 2014, donc pour vous dire à quel point je suis coupé de ce genre de phénomène. Donc remplacez ça par le nom qui vous paraît le mieux, voilà, Nicki Minaj si ça vous plaît. Imaginez qu'à l'époque des Beatles, c'est comme s'il y avait Nicki Minaj et rien d'autre, ou Iron Maiden et rien d'autre. Que tous les autres artistes, tous les autres chanteurs se produisaient dans des salles comme l'Olympia, ou même dans des petits bars, des petits clubs, et qu'il y a un seul artiste qui tournait dans les stades, et qu'en l'occurrence, cet artiste, c'était les Beatles. Faut vraiment comprendre que la spiritualité indienne était très méconnue, en particulier aux États-Unis, parce qu'encore, en Inde, il y avait le passé colonial, ce qui fait que certains citoyens britanniques étaient un petit peu au fait de ce genre de choses, mais imaginez la superstar absolue et ultime de l'époque médiatique qui découvre et qui ramène la spiritualité. La spiritualité indienne, la notion de méditation, etc. Parce qu'évidemment, il y a des spiritualités catholiques, ou enfin chrétiennes en général, il y a des spiritualités musulmanes, le fameux soufisme. Les Beatles n'ont pas inventé la spiritualité, etc. Mais ils ont ramené quelque chose de nouveau avec toute l'aura de popularité qu'ils avaient. Vous rajoutez à ça les événements de mai 68 et la contre-culture hippie, vous avez donc une pléthore d'occidentaux qui se mettent à s'intéresser aux cultures indiennes, à vouloir ouvrir leur chakra, etc. Et évidemment, pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, les gens entendent New Age, chakra, fumer du shit et faire des partouzes. Ce qui m'amène à une critique plus contemporaine, qui est justement l'assimilation aux dérives sectaires, dans lesquelles justement des gourous créent des sectes pour juste partouzer des femmes ou des hommes ou des mineurs ou je ne sais quoi, et qui rejoint au passage la critique de cet internaute qui explique que selon lui, le développement personnel n'a pas de fondement scientifique. On peut aussi considérer que Apple est une secte, sauf que Apple n'est pas une secte dépourvue de tout fondement scientifique parce que ses téléphones marchent. Alors oui, il y a des livres de développement personnel qui, sans relever du tout de la dérive sectaire, s'appuient sur pas beaucoup de fondements scientifiques, et je pense en l'occurrence à tous les récits de vie, toutes les success stories, parce que le parcours d'une personne, évidemment, sur le plan statistique, ça n'a aucune valeur. La seule valeur que ça peut avoir, c'est une valeur d'illustration. Si vous connaissez tel ou tel principe qui fait que les entreprises réussissent mieux que d'autres, et que vous avez justement sous la main la biographie d'un entrepreneur qui a réussi en se conformant à ces stratégies qui sont plus efficaces, vous pouvez dire le parcours de telle ou telle personne illustre cette loi statistique comme quoi les entreprises qui ont telle attitude réussissent mieux que les autres. N'empêche que lire la biographie d'un entrepreneur à succès, ou d'un artiste, ou d'un sportif comme Arnold Schwarzenegger ou André Agassi, ça reste vachement plus inspirant et noble comme matériau qu'un livre de Marc Levy, ou qu'un livre de Enjoy Phoenix. Il faut simplement ne pas être dupe du moindre étayage scientifique de la biographie d'André Agassi par rapport à d'autres ouvrages. Et justement, il existe des livres de développement personnel, présentés comme tels, assumés comme tels par les auteurs et placés judicieusement dans le rayon de développement personnel de votre librairie, qui regorgent de références scientifiques. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, c'est les ouvrages de Christophe André. Christophe André est psychiatre. Alors certes, être psychiatre ne garantit pas contre la bêtise, puisqu'on sait qu'il y a un sacré nombre de psychiatres qui sont également psychanalystes. Toujours est-il que Christophe André n'est pas psychanalyste, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, et quand vous prenez ses livres, eh bien, ils ont une bibliographie tout à fait conséquente. Et d'ailleurs, il y a une interview de Christophe André, je crois que c'est une interview radiophonique, où il explique que si ces bibliographies sont aussi soutenues et aussi sourcées, c'est parce qu'en fait, il écrit des livres qui visent plutôt un grand public, mais en tant que médecin psychiatre, il sait qu'à côté de ça, il y a des professionnels, des collègues à lui, qui vont vérifier son ouvrage, qui vont vérifier qu'il raconte pas n'importe quoi, et qu'il doit donc étayer ses propos, qu'il doit proposer une bibliographie sérieuse pour rester crédible. Le second exemple que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est Kelly McGonigal,
qui est conférencière à Stanford, titulaire d'un PhD en psychologie obtenu à Stanford, donc c'est pas non plus n'importe quelle université, hein, c'est pas Paris 7 ou Paris 10 Nanterre. Kelly McGonigal, qui publie un livre intitulé Willpower Instinct, un livre que tous les coachs vont avoir envie de consulter parce que ça traite de la volonté et de la maîtrise de soi face aux tentations, que ça soit la tentation d'une cigarette ou la tentation d'une sucrerie. Donc évidemment, c'est un ouvrage qui est très intéressant pour tout ce qui relève de la productivité, mais aussi par extension de l'estime de soi, parce que quand on arrive à faire des choses, ça améliore notre estime de nous-mêmes. Et sur ce point, j'ai envie de vous renvoyer au livre de Christophe André consacré à l'estime de soi. Bref, Kelly McGonigal, non seulement c'est une personne qui a la caution scientifique du PhD en psychologie de Stanford, mais surtout, le contenu de son livre, en fait, reprend le contenu d'un de ses cours, et ce cours s'appuie, j'allais dire intégralement, sur des expériences scientifiques. Alors pas intégralement, il y a aussi des exemples individuels qu'elle utilise pour faire un petit peu de storytelling, pour que le lecteur puisse s'identifier à tel ou tel protagoniste. Ce sont des paraboles en quelque sorte. Toujours est-il que, je dirais, une fois toutes les 4 ou 5 pages, il y a la mention d'une expérience scientifique différente. Alors oui, vous pourrez m'objecter, en particulier si vous êtes un adepte de la zététique, que la psychologie expérimentale, ça reste une discipline moins rigoureuse que la biologie ou que la mécanique des fluides. Toujours est-il qu'on est à des années-lumière de concepts fumeux comme les enfants indigos ou comme globalement le contenu des vidéos d'un certain mouton lucide. Vous l'avez compris, le cœur du problème, en réalité, c'est la définition qu'on donne ou qu'on ne donne pas au développement personnel. Je vous propose donc de boucler la boucle en revenant à la citation d'Oussama Ammar, l'avertissement par lequel il commence sa conférence, parce que je suis un peu taquin et je vous ai pas donné la suite de la phrase. Je préfère vous prévenir, on ne va pas tomber dans le développement personnel. Je ne sais pas comment on aide les entrepreneurs à devenir heureux. Et je vous avoue que je m'en fous un peu en fait. C'est une question assez personnelle, le bonheur. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les questions logistiques, et surtout les erreurs logistiques que je vois en termes de vie personnelle. Vous vous doutez déjà de la première chose que je vais dire, c'est que aider les entrepreneurs à éviter les erreurs logistiques dans leur vie personnelle, une fois de plus, pour moi, c'est du développement personnel, ne serait-ce que parce que ça leur évitera sans doute un syndrome d'épuisement professionnel plus connu sous le nom de burn-out. Mais venons-en au second point. Est-ce que la quête du bonheur, ça relève du développement personnel? Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de poser des questions auxquelles je réponds pas. Je vais vous donner ma définition du développement personnel, que j'ai repris, on va dire, de Wikipédia, en la modifiant pour rajouter des subtilités qui étaient absentes, selon moi, de ce qu'on trouve sur Wikipédia. Le développement personnel représente un ensemble de courants de pensée et de méthodes librement choisis. J'ai rajouté le librement parce que ça me paraissait très important. Si vous êtes salarié, par exemple, que vous avez un poste de vendeur dans une entreprise et que votre employeur, lors d'une formation interne, vous donne des techniques de psychologie pour manipuler vos clients dans l'espoir d'augmenter vos ventes. Est-ce que c'est du développement personnel ? J'ai envie de dire, c'est pas du développement personnel, même si ce sont des techniques de développement personnel, parce que vous n'avez pas choisi. Si vous n'avez pas envie de manipuler vos clients pour vendre plus, le fait de recevoir cette formation qui est imposée par le patron, en fait, c'est pas du développement personnel. Mais j'ai bien conscience, et on va le voir à la fin de la définition, que de toute manière, c'est extrêmement problématique de bien délimiter tout ça. Bref, le but de cet ensemble de courants de pensée et de techniques librement choisis, c'est améliorer la connaissance de soi et la connaissance du monde, valoriser les talents et les potentiels, améliorer la qualité de vie, par exemple en devenant un nomade numérique, réaliser ses aspirations et ses rêves. Le dernier point est particulièrement problématique parce que si votre rêve c'est d'être salarié chez McDonald's, se faire embaucher chez McDonald's, c'est votre développement personnel. On est d'accord ? J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette définition, parce que vous pouvez trouver qu'elle est trop large, en fait, qu'on peut y mettre des choses très différentes. Si augmenter sa connaissance du monde, c'est du développement personnel, alors lire Le gène égoïste de Richard Dawkins, c'est déjà faire du développement personnel. Mais alors du coup, regarder Science étonnante, c'est du développement personnel, et alors faire des études scientifiques, faire des études tout court d'un certain côté, si c'est des études suffisamment sérieuses pour augmenter votre connaissance du monde, alors c'est du développement personnel. Pour moi, la réponse est oui. Quand vous augmentez votre connaissance, vous vous développez individuellement. Donc, c'est du développement personnel. Mais on est d'accord que c'est pas parfait comme définition. Et pour ce qui est des limites de tout concept, de toute définition, je vais vous mettre un lien vers 2 vidéos assez récentes de Silence for All, qui sont dans la série consacrée à l'intelligence artificielle, où il a demandé
à son auditoire de définir le mot structure. Vous verrez qu'on tombe dans le syndrome du dictionnaire, c'est-à-dire que si vous ouvrez un dictionnaire pour définir le mot structure, il implique que vous connaissiez déjà les autres mots qui sont dans la définition, etc. Et tôt ou tard, vous risquez de tomber sur une définition d'un élément de la définition du mot structure qui utilise le mot structure. Alors oui, cette définition de ce qu'est le développement personnel, indépendamment de ses bons côtés ou de ses mauvais côtés, je parle de la définition, elle n'efface pas de la surface du globe l'existence de gourous qui ont des sectes. J'en ai croisé moi-même dans ma vie, dans ma recherche en développement personnel, j'ai croisé un certain nombre de gourous. Il y a ce que j'appelle les gourous légaux et les gourous illégaux. Il y en a qui ont des chaînes sur YouTube, il y en a même qui publient des livres parce que maman travaille dans une maison d'édition. Voilà, c'est une réalité. Et de même que, au nom du développement personnel, il y a des charlatans ou des vendeurs peu scrupuleux qui promettent monts et merveilles dans des vidéos de vente. Si, quand je dis ça, vous pensez à ce pauvre Emanuel Friedenreich, je vous invite à aller voir l'excellentissime analyse de Marketing Mania consacrée justement à cette polémique, qui est très complémentaire de la vidéo que j'avais faite, parce que moi je me suis plus orienté sur les incohérences des youtubeurs comiques qui critiquaient Emanuel Friedenreich, mais Stan, dans la vidéo de Marketing Mania, s'est beaucoup plus concentré sur les techniques de vente et les échecs de techniques de vente d'Emanuel Friedenreich. C'est une super vidéo comme souvent ce que fait Marketing Mania, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Bref, on a effectivement des gourous, on a des vendeurs peu scrupuleux. Je vais pas dire qu'Emanuel Friedenreich est un gourou, le pauvre, il mérite pas ça. Le truc, c'est que le développement personnel, c'est bien plus large que ça. Ça regroupe des choses qui sont également sourcées scientifiquement. Alors je le répète, rien de personnel les gars, je suis fan de Oussama Ammar, je ne suis pas fan de Dirty Biology, j'ai vu 6 ou 7 de leurs vidéos peut-être. Mais j'ai rien de personnel contre Léo Grasset et son équipe que je ne connais pas. Mais comprenez bien, si vous passez sur cette vidéo, que vous avez une certaine vision du développement personnel qui est très très sélective. Et comme je l'ai expliqué, c'est d'autant plus ironique que vos parcours, Oussama et Léo, représentent en grande partie ce que pourraient obtenir des personnes qui n'ont pas votre qualité de vie, ce qu'ils pourraient obtenir en s'impliquant dans une démarche de développement personnel, même si vous n'avez pas eu l'impression de faire du développement personnel, même si vous n'avez pas eu recours à un coach ou à un psy pour travailler sur vous. On n'est pas tous égaux, on n'a pas le même milieu d'origine, on n'a pas le même développement personnel spontané. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans leur vie, il y a des gens qui ne sont pas anxieux, et puis il y a des gens qui sont nés avec une personnalité anxieuse, qui donc vont avoir plus de barrières, plus de peurs qui vont les freiner, etc. Peut-être que Léo Grasset, c'est un mec qui a tout le temps eu confiance en lui, qui a tout le temps été curieux du monde et qui a voyagé spontanément et qui a pas eu besoin de regarder des conférences sur le nomadisme numérique pour se retrouver en Inde. Mais ça serait bien de ne pas confondre une alchimie de vie que vous avez eue spontanément avec le fait que il y a des personnes qui ne pourront pas obtenir ça sans faire un travail volontaire et justement sans faire des efforts sur leur vie pour arriver là où vous en êtes. Alors vous l'avez compris, moi en tant que coach, j'ai un grand intérêt à vous donner une vision positive du développement personnel, mais je voudrais pas m'arrêter là. Je vous propose dans les commentaires de m'expliquer quelle est votre définition du développement personnel, de me dire aussi le cas échéant ce que vous pensez de la définition que moi je vous ai proposée. Si, comme Oussama ou Léo, vous faites partie des gens qui semblent avoir un préjugé hyper négatif à l'encontre du développement personnel, je vous invite à m'expliquer pourquoi, je vous invite à réfléchir peut-être sur ce qui vous a amené à cette espèce de myopie cognitive, puisque vous voyez bien que moi, la définition que je propose, puisque ça implique d'augmenter la connaissance de soi et la connaissance du monde, c'est difficilement compatible avec un endoctrinement sectaire qui, par définition, a réduit votre horizon cognitif. Et je vous invite aussi, du coup, à réfléchir avec moi sur est-ce que je devrais pas arrêter d'utiliser cette étiquette pour augmenter la visibilité de ma chaîne, parce que je pense clairement que, vu les préjugés qu'ont les gens, en tout cas certaines personnes à l'encontre des termes développement personnel, il est évident que je me tire un peu une balle dans le pied en expliquant que ça fait partie de ma sphère de compétences. Comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas lutter tout seul avec mes petits bras contre l'ensemble des préjugés qui pèsent sur l'étiquette développement personnel. Des préjugés qui sont alimentés aussi par la caricature de certains coachs ou de certains gourous. J'ai envie de vous dire que malheureusement, la manipulation ou l'adaptation marketing, c'est une forme d'adaptation à la sélection naturelle, et en l'occurrence à la sélection du marché. Donc je voudrais aussi réfléchir à ça avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.